À l'ombre de la basilique de Paray-le-Monial en Bourgogne, le samedi c'est jour de marché. Une fois par mois, Marie et Marie-Rose installent leur stand pour vendre des brioches. 4 € pièce pour financer leur association. Regardez là, les 1 €. Allez, merci. Merci de votre soutien. L'association rassemble des familles de disparus. Elle s'appelle Christelle, comme les filles de Marie et Marie-Rose. 2 jeunes femmes assassinées dans la force de l'âge. Christelle Maïri était la fille de Marie. Elle est morte en 1986. Elle n'avait que 16 ans. Christelle Blétry était la fille de Marie-Rose. Elle a été tuée en 1996 à l'âge de 20 ans. 2 destins brisés. Merci, c'est nous, merci. Au revoir. Ça va, oui, tout le monde. Oui, voilà, c'est bien. Le mot ça va, moi je ne l'ai jamais aimé depuis l'assassinat de Christelle. Hein, je ne l'ai jamais aimé ce mot-là. De toute façon, oui, on ne peut pas répondre au mot comment ça va. Bon, ça n'ira jamais, on Voilà, le sait. on s'est dit entre nous, mais voilà, c'est pas la même définition. En fait. Oui, on se connaît par cœur. Hein. On sait quand on... On n'a pas besoin de se dire des mots, on sait. Hein. Oui. Ce jour-là, les brioches ont fait recette. 400 € en moins de 2 heures, plus les dons. Merci, madame. Celui-là, on va le mettre dessous. Hein. Ça sert à quoi? À payer les frais d'avocat qui sont quand même considérables. Et s'il nous reste de l'argent, à prendre un détective privé aussi, pour apporter de nouvelles pistes, surtout dans ces vieux dossiers. Bon, même si j'aime pas ce terme, mais en même temps, c'est malheureusement la vérité, quoi. Car l'association regroupe une dizaine de familles dont les enfants ont disparu. Des jeunes filles assassinées en Saône-et-Loire entre 1986 et 2007. On appelle cela des cold cases, affaires non élucidées. Il y en a des centaines en France. Pendant 8 mois, nous avons suivi 3 enquêtes. En Picardie, l'affaire Sophie Borca qui remonte à 30 ans. En région parisienne, celle d'Estelle Mouzin, disparue il y a 12 ans. Et le combat de Marie et Marie-Rose pour trouver les meurtriers de leur fille. Contre toute attente, alors que ces enquêtes étaient bloquées depuis des années, elles vont connaître de multiples rebondissements. Cela fait 18 ans que la fille de Marie-Rose a disparu, le 18 décembre 1996. Ce jour-là, elle était sortie vers 19h30. Elle passait la soirée chez des amis. Elle devait rentrer à pied. Quand je me suis levée, je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai pas entendu la porte, j'ai pas entendu Christelle rentrer. Et j'ai tout de suite eu un sentiment bizarre. Enfin bon, je dis bizarre parce que je connaissais pas ça, quoi. Un pressentiment, disons, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Marie-Rose appelle plusieurs fois le commissariat, mais on lui dit de ne pas s'inquiéter car sa fille est majeure. Et puis, en fin de matinée, on lui demande de passer faire une déposition. Et on nous a fait patienter dans le hall d'entrée un très grand moment, jusqu'au moment où le facteur est arrivé. Et le facteur qui dit on m'a demandé de venir, puisque c'est moi qui ai retrouvé le corps d'une jeune fille à Blanzy. Enfin, c'est ce que j'entends, moi. Hein. Donc, puis je regarde le facteur, mais je dis, mais je le connais. Et puis je lui dis, mais vous parlez de ma fille? Alors, le pauvre facteur ne m'a pas répondu. Mais moi, j'avais compris. Marie-Rose comprend que sa fille est morte. Mais au commissariat, personne ne lui dit comment. Elle l'apprendra le lendemain, en ouvrant le journal. Christelle a été assassinée de 123 coups de couteau, une violence incroyable. Son corps a été retrouvé sur ce chemin isolé. Il n'y a aucun témoin,
L'enquête est vite bâclée, selon Marie-Rose, en quelques mois. Vous êtes battue beaucoup? Oui. Oui. Contre qui? Contre la non-justice. Contre la non-justice. On a dû découvrir ce qu'était le monde de la justice, qu'on ne connaissait pas. Et vous avez découvert quoi? Je dirais un monde de silence. Marie-Rose n'acceptera jamais. Son chagrin deviendra colère. L'année qui suit la mort de Christelle, avec ses amis et sa famille, elle crée l'association et prend des avocats, Didier Seban et Corinne Herman. À Paris, le cabinet est spécialisé dans les dossiers vieux de 20 ou 30 ans. Et le dernier qu'ils ont entendu, ils y croyaient ou pas trop? Ils y croyaient, oui. Il y avait même les analystes comportementaux qui étaient là pour essayer de le faire parler. Les murs de leur bureau rappellent qu'il y a en France des dizaines d'affaires non élucidées. Disparues de Saône-et-Loire, de l'Isère, de la 26, dossier Estelle Mouzin, des cold cases. Ce sont devenus des cold cases parce qu'on est en échec dans ces dossiers et qu'on les a abandonnés. Le point commun entre tous ces dossiers, c'est qu'à un moment donné, un magistrat, même je dirais très peu de temps après les faits, un magistrat ou des enquêteurs ont dit « bon, on ne sait plus quoi faire, donc on ferme ». Or, les idées d'enquête, les pistes pour ces enquêtes, les idées de pistes interviennent des fois plus longtemps après, les témoignages interviennent des fois 5 ans, 10 ans après. Il faut laisser ces dossiers actifs. La première victoire de Corinne Herman remonte aux années 2000. C'est l'affaire Émile Louis. Un ancien chauffeur de bus soupçonné d'avoir assassiné une dizaine de jeunes filles dans l'Yonne 25 ans auparavant. Le dossier est fermé, les faits prescrits, l'homme est en liberté. Moi, je commence à en avoir marre. Ça fait plus de 20 ans. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire chier encore là? Les avocats vont relancer l'affaire et faire condamner Émile Louis. C'est une première. On commence vraiment ce travail à ce moment-là de convaincre une justice qui dit qu'un dossier est prescrit, convaincre une justice qu'on peut reprendre un dossier 25 ans après, convaincre la presse, convaincre même les familles parfois elles-mêmes, qu'on peut le faire, qu'on peut intercepter la route d'un tueur en série qui est libre et qu'une famille peut le faire, qu'on n'a pas besoin d'attendre que la justice bouge d'elle-même. L'acharnement qu'ils ont mis à faire arrêter Émile Louis, les avocats vont le mettre au service de Marie-Rose. Grâce à leurs efforts, 17 ans après, la maman de Christelle va pouvoir enfin mettre un nom et un visage sur le meurtrier présumé de sa fille. La même technique permet à Corinne Herman de faire rouvrir 2 autres dossiers à des centaines de kilomètres de là, en Picardie. Les meurtres de Sophie Borca et de Christelle Houdin, 2 jeunes filles assassinées en 1985. Elles fréquentaient la même école. Elles ont disparu à 6 mois d'intervalle. 30 ans après leur mort, la justice nomme un nouveau juge d'instruction. Vincent Dufour a 44 ans. C'est la première fois qu'il s'occupe d'un dossier aussi ancien. Monsieur Beaubourg, monsieur Lacourte. Monsieur le juge, comment ça va? À Saint-Quentin dans l'Aisne, il va travailler avec une cellule d'enquête de la gendarmerie dirigée par le major Hervé Gaubourg. Le dossier du meurtre de Sophie Borca est celui sur lequel ils ont le plus progressé. Notre dossier, depuis 1 an et demi, il est là. Tout ça, tous les classeurs, c'est le dossier. Donc on en a 23. Combien de PV? Combien de pièces? On a plus de 1500 pièces. En investigation, en audition, en prélèvement, tout est dedans. Et le dossier de l'époque, vous pouvez le montrer? Ouais, il est un peu moins. Le dossier de 1985 est beaucoup moins conséquent. Alors le dossier de l'époque, l'original, c'est celui-là. Le tout premier dossier de 85. C'est un peu des archives historiques, quoi. Là, c'est tapé à la machine. C'est une autre époque. Qu'est-ce qui manque dans cette enquête? Il y a des gens qui n'avaient jamais été entendus à l'époque et que vous entendez... Oui, clairement. Ne serait-ce que la classe de Sophie Borca. Elle était élève au lycée Henri Martin.
Bon, ça n'avait pas été fait. Vous n'avez pas entendu les Non. élèves de la classe? Non. Ce qui est quand même c'est assez étonnant. Parce qu'il y a aussi des hypothèses au départ qui ont été écartées, j'allais dire a priori, sans pour autant que ça soit forcément vérifié. Bon, on nous dit au départ, les parents nous disent qu'elle ne faisait pas de stop, par exemple. Bon, c'est pas le cas. Elle n'avait pas forcément de petits amis. Puis finalement, on se rend compte d'un certain nombre de choses. Donc bon, voilà, c'est ça aussi qui... Mais j'allais dire, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce type d'affaires. C'est que voilà, on est là pour explorer toutes les pistes qui n'ont pas pu être explorées, pour fermer toutes les portes, et puis après, on verra bien. Monsieur Beaubourg, allez, après vous. Il est temps de faire l'enquête parce que les personnes qui avaient 30 ans, 30 ou 40 ans, ils arrivent à 60, 70 ans. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont décédées. Le temps qui passe contre nous, quoi. Hein. On passe pas par la pâture? Ah si, on passe là. Oh. L'homme que le major Gaubourg a convoqué aujourd'hui est l'un des témoins les plus importants de l'enquête. Il avait 20 ans à l'époque des faits. C'est lui qui a découvert le corps de Sophie Borca dans ce petit bois, 3 semaines après la disparition de la jeune fille. Elle était là quelque part. Ici quelque part? Ou juste, tout le temps, je sais plus. Il y a eu beaucoup de lierre au pied. C'est bien là. Je me rappelle, il y avait une grosse souche d'arbre qui était pourrie. Le corps reposait là, dénudé. Le corps a eu le temps de se détériorer énormément, ce qui a pas permis de faire certains examens, donc, et puis surtout d'obtenir les causes de la mort. On sait pas de quoi elle est morte. Les vêtements de Sophie Borca étaient 100 mètres plus loin. Et ils étaient où les vêtements par rapport? Niveau là, pas trop loin. Ouais, maximum 10 mètres, pas plus. Mais toutes les affaires étaient pliées et rangées. Il y avait son sac scolaire au-dessus. C'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que c'est difficile d'accès. Hein. Quand on voit le talus, que vous veniez par là, par ici, vous avez le talus. Et de l'autre côté, vous avez tout le bois à traverser, quoi. Il y a beaucoup plus d'endroits pour se débarrasser du corps qu'ici, quoi. Ça veut dire quoi? Que probablement que l'auteur n'avait pas envie qu'on découvre le corps tout de suite, quoi. Je pense. Ouais. Et que c'était forcément quelqu'un du village. Forcément du village qui devait connaître, quoi. Mais forcément du village, je sais pas, quoi. Probablement, mais il n'y a rien de certain tant qu'on ne l'a pas attrapé. Le gendarme se demande si d'autres jeunes filles n'auraient pas été agressées dans ce bois à l'époque. Ses recherches se concentrent sur le village d'à côté, Homblières, 1500 habitants. Pour le major Gaubourg, l'assassin est peut-être quelqu'un d'ici. Alors, le juge prend une décision rare. Il a demandé aux gendarmes de prélever l'ADN de tous les hommes vivant à Homblières en 1985, l'année du meurtre. Le maire l'apprend par un coup de fil. Bon, bah, c'était un petit peu la surprise, quoi, mais... Parce que bon, au bout de 30 ans, on avait mis ça dans un coin de la tête et puis on n'y pensait plus. Les uns après les autres, tous les hommes du village sont convoqués. Bonjour. C'est bien? Ben oui, vous. C'est fort. C'est bon. Vous avez été convoqué, monsieur? Oui. Il y a une quinzaine, combien, 15 jours, ça? 15 jours, 3 semaines? Voilà, 3 semaines, oui. Ça vous a embêté? Non, bon, c'est un devoir, je crois. C'est un devoir citoyen de le faire. Salut Patrice. Tu as été faire les tests, toi, DNA? J'ai été convoqué, oui. T'as été convoqué? Il y a un peu de temps, hein. Mais moi, personnellement, tu sais... Et en même temps, je vois mal que ce soit à Gadomblières, comme je l'aurais dit. Ouais. Faut connaître l'endroit quand même. Hein. C'est pas... Ouais. Après... Depuis 1 an et demi, 500 hommes du village ont donné leur ADN. Même ceux qui ont déménagé sont retrouvés à l'autre bout de la France. Il en reste une centaine à prélever.
Est-ce que vous êtes opposé à ce qu'un prélèvement biologique soit effectué sur votre personne afin que votre ADN soit comparé aux traces découvertes sur les scellés de notre dossier? Pas du tout. Je tire? Ouais. D'accord. Vous vous frottez pendant une quinzaine de secondes à l'intérieur de votre joue, peu importe la gauche ou la droite. Oui, c'est bon. Vous remettez... Dedans? Oui, dans l'emballage. L'emballage, vous le remettez dans l'enveloppe et vous fermez. Et je ferme. Chaque prélèvement va livrer une empreinte génétique. Vous en avez combien? Oh là, on en a plus de 500 là. 500 prélèvements qui vont être comparés aux traces ADN contenues dans le dossier. Car dans cette affaire, le major Gaubourg a de la chance. Les vêtements que portait Sophie Borka ont été conservés pendant 30 ans par la justice. En théorie, ces scellés auraient pu être détruits 10 ans après la clôture du dossier. Or, en les analysant, les experts ont trouvé plusieurs empreintes ADN. Elles sont toutes répertoriées sur ce tableau. Il y a des emplacements qui sont intéressants, quoi. Intérieur, extérieur du pantalon, intérieur du pantalon. En fait, on a 10 ADN de découverts sur les scellés. Et dont vous ne savez pas encore à qui ils appartiennent? Pour certains, on sait, oui. Dans le numéro 1, là, c'est l'ADN de Sophie Borka. Mais il nous reste des ADN qui sont non identifiés. Là, on a peut-être l'ADN du tueur. Probablement, oui. Les analyses ADN qui permettront peut-être de découvrir le tueur sont effectuées de l'autre côté de la France, à Bordeaux. Cette maison anonyme abrite l'un des laboratoires privés les plus pointus de l'Hexagone. L'homme qui le dirige, le professeur Christian d'Outremépuich, est devenu en quelques années le spécialiste des cold cases. Il a travaillé sur les plus grandes affaires criminelles, comme la mort du petit Grégory ou les meurtres du tueur en série Michel Fourniret. Voilà. Christian d'Outremépuich accepte de reconstituer pour nous la technique qui a permis de retrouver de l'ADN sur les vêtements de Sophie Borka. Donc en fait, on va faire des prélèvements tous les 3 cm² sur l'ensemble du pantalon. Donc c'est un travail qui va permettre de récupérer les possibles cellules que nous avons sur cet objet. Et ça va prendre 1 journée ou 2 jours à 2 personnes. Il suffit que l'assassin ait à peine touché sa victime pour que l'on retrouve son ADN sur les vêtements, même si c'était il y a des dizaines d'années. Le temps n'est pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est la dégradation biologique. S'il y a une cellule qui est présente, qui n'a pas été détruite par le temps, par la putréfaction par exemple, c'est-à-dire la dégradation biologique, on doit la trouver. Désormais, même sous l'eau, on arrive à trouver de l'ADN. Mais ces progrès de la technique ont un coût, et il est énorme. Dans le dossier Sophie Borka, les prélèvements et les analyses des vêtements ont coûté pas moins de 150 000 €. Vous pouvez pas faire la même chose à moins cher? La réponse est non. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que les coûts augmentent plus qu'ils ne diminuent. Et nous sommes à l'âge de la préhistoire, je le dis souvent, ce qui veut dire que nous sommes dans des analyses qui vont évoluer en permanence. Dans l'affaire de Christelle Blétry, la fille de Marie-Rose, des analyses ADN ont été aussi pratiquées sur les vêtements. Et elles ont coûté encore plus cher, plus de 200 000 €, mais elles ont fait basculer l'enquête. À la police judiciaire, Raphaël Nedilko vient de reprendre 2 enquêtes. C'est un ancien de la brigade criminelle du quai des Orfèvres à Paris. Quand il est arrivé, il a trouvé sur son bureau les dossiers des meurtres de Christelle Blétry et de Christelle Maïri, 2 cold cases. Vous avez toujours un côté passionnel dans les cold cases. Vous avez une famille qui souffre, vous avez des gens qui disparaissent de façon inadmissible. On a à cœur de pouvoir avant tout apporter des réponses à la famille. Pas forcément découvrir le meurtrier, mais leur dire et leur prouver que tout ce qui est policièrement et humainement possible de faire doit être fait, sera fait.
Lorsqu'il a des doutes dans une affaire, Raphaël Nedilko a une technique bien à lui. Il vient se recueillir sur la tombe des victimes. Ça me secoue de venir ici, parce que avant d'avancer dans mon travail d'enquête, j'ai eu beaucoup d'échecs, de déceptions, de pistes que j'entamais qui ne donnaient rien, de vérifications qui n'aboutissaient pas. Et bien évidemment, il y a des passages à vide, hein, il y a des moments où on se dit je ne vais pas y arriver. Et puis je repense à ce que me disaient les anciens au Quai des Orfèvres, qu'il fallait toujours se battre bec et ongle pour ces dossiers, qu'il ne fallait jamais se laisser abattre, et que de toute façon, même s'il y a une part de chance dans un dossier, la chance, ça se provoque. De toute façon, tant qu'il est possible d'avancer, il faut gratter. Cette fois, c'est la science qui donne un coup de pouce au destin. L'ADN retrouvé sur les vêtements de Christelle Blétry est passé au fichier des empreintes génétiques. Il correspond à celui de cet homme, Pascal Jardin, 56 ans, connu depuis 2004 pour tentative de viol. Il habitait le même village que la victime. Raphaël Nedilko le fait avouer, mais quelques semaines plus tard, il se rétracte. Pour y voir plus clair, la justice organise la reconstitution du crime en présence de Pascal Jardin. Pour l'occasion, Raphaël est épaulé par 2 spécialistes de la police judiciaire venus de Paris. T'as fait bon voyage ? Ouais, ça va. Fabien est analyste criminel. Enchanté de faire connaissance. Christophe est psychocriminologue, une sorte de super profiler. Notamment tout ce que tu as sur la fratrie. Tous 2 connaissent le dossier, mais c'est la première fois qu'ils vont voir le suspect. Ouais, on va hésiter parce qu'il est inquiétant ce garçon. Surtout être voyeur ce soir. Enfin moi en tout cas c'est le boulot que j'ai ce soir, c'est d'observer exactement ce qui va se passer, comment ça va se passer. Vous allez regarder quoi? Tout ce qu'il aura à livrer, on essaiera de le choper quoi. Ah mais moi je suis très impatient d'y aller parce qu'on ne sait pas encore bien à qui on a affaire. On est en train de rassembler des petits morceaux de puzzle qu'on assemble patiemment. Et on verra. Au final. La reconstitution a lieu à Blanzy, le village où habitait Christelle Blétry, 17 ans presque jour pour jour après le meurtre. Dans l'unique restaurant du village, Marie-Rose, la maman de Christelle, se prépare à voir pour la première fois le meurtrier présumé de sa fille. Ses amis de l'association sont venus la soutenir. Les avocats sont là, Didier Seban et Corinne Herman. Marie, la maman de l'autre Christelle, est là également. Marie-Rose n'était pas obligée d'assister à la reconstitution, mais elle l'a voulu. Depuis 18 ans, je me fais des films, je me suis tellement mis de scénarios dans la tête que maintenant, il y a ce prédateur qui a été arrêté et je veux savoir, je veux tout savoir. Tout. Je veux savoir comment on peut frapper autant de fois une jeune fille qui marchait tranquillement le long de la route. Je veux savoir pourquoi. Après, est-ce que je saurais, je ne sais pas. Mais, Vous êtes préparé? J'ai essayé de me préparer. Alors, est-ce qu'on est prêt? Pas sûr. Qu'est-ce que vous allez faire? Observer. Observer. Le regarder? Oui. Il ne faut pas que je le perde. Lui parler? Je sais pas. Je sais pas. On verra. Ça va aller. Ça va aller? Ça va aller. On va bientôt pouvoir commencer, on n'attend plus que le médecin légiste. Ça va bien se passer normalement. Il n'a pas toute chose à voir. Mais oui, je sais que vous avez tous vos amis, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir un petit peu d'appréhension pour vous, parce que vous attendez ça depuis tellement longtemps. Et puis on est là, toutes les deux. On est dans la même galère et on se comprend de toute façon. Seule, Marie-Rose et ses enfants sont autorisés à approcher. Nicolas. Voilà, stop. Bon, ok. Mais on arrête là. Messieurs, madame. Ok, très bien. Ok.
Au milieu d'une escorte de gendarmes, le meurtrier présumé, Pascal Jardin. Regarde-le, il est décontracté. Pascal Jardin discute. Il répond aux questions de la juge d'instruction. Il essaie de reconstituer par rapport à ce qu'il a dit. Mais bien s'en douter. Pascal Jardin affirme qu'il n'a pas tué la jeune fille de 20 ans. Il donne sa version des faits. À quelques mètres de lui, Marie-Rose n'en perd pas un mot. Il assure que ce soir-là, il rentrait chez lui en voiture. Christelle lui aurait fait signe de s'arrêter. Elle lui aurait demandé de monter à bord. Marie-Rose ne le croit pas. Elle le dit à Raphaël Nedilko. Déjà, elle n'aurait jamais tutoyé comme ça d'emblée. Vivant. Comme si elle allait toquer à la vitre. D'abord, Christelle, elle n'aurait jamais tutoyé. Ça, c'est une certitude. Ensuite, Pascal Jardin affirme avoir eu une relation sexuelle avec Christelle Blétry. Il dit qu'elle était consentante. Cette nouvelle version est capitale car elle lui permet de justifier la présence de son ADN sur les sous-vêtements de la jeune fille. Raphaël Nedilko s'y attendait, mais il est agacé. Ça se passe comment avec lui alors ? Il nous donne l'heure. C'est une expression pour dire qu'il nous roule un peu dans la farine. Il est 2h du matin à Blanzy. La dernière étape de la reconstitution a lieu sur le petit chemin où le facteur a découvert le corps de Christelle Blétry. Exactement. C'était du sang ici. Oui. Il y avait une micro-gouttelette sur le... Ouais. Depuis 17 ans, Marie-Rose est venue plusieurs fois ici pour tenter de comprendre. Mais ce soir, elle n'en saura pas plus. Pascal Jardin assure que la relation sexuelle aurait eu lieu dans sa voiture, dans une rue du village. Il affirme qu'ensuite, Christelle serait partie. Il dit qu'il n'est jamais venu ici. C'est pas concluant pour moi. Je sais pas. Est-ce que ça a donné des réponses à certaines de vos questions ? Non. Pas du tout. Non, je crois pas qu'il ait... Il n'a pas dit la vérité. Il n'a pas dit ce qui... Non. Comment vous l'avez trouvé ? Presque indifférent. Je crois que c'est... Allez, on va prendre la voiture. Ouais. Merci. Pour Christophe, le psychocriminologue, Pascal Jardin a fait preuve d'un manque d'empathie avec la victime. Il est impassible. Il n'y a pas d'expression, de rien. C'est comme si c'était quelque chose de peu important. Il n'y a pas de signe ni de culpabilité, ni de honte, de rien, quoi. Donc c'est comme s'il ne ressentait rien. L'absence d'empathie de Pascal Jardin sera l'un des principaux éléments que Christophe retiendra dans son rapport. De retour dans ses bureaux en région parisienne, le psychocriminologue a commencé à visionner les interrogatoires du meurtrier présumé pendant la garde à vue. Des dizaines d'heures d'audition. À la demande de la juge d'instruction, il doit réaliser l'expertise psychologique de Pascal Jardin. Ça va permettre une meilleure compréhension pour le juge sur qui il est en face de lui et comment expliquer, en tout cas tenter de comprendre ce qu'il a fait par rapport à cette personnalité, quoi. Alors je sais que la question qui vient, c'est est-ce qu'il a pu en commettre d'autres, hein. Je ne sais pas encore si on répondra à ça. Pour l'instant, Pascal Jardin est présumé innocent. Quelques bureaux plus loin, Fabien, lui, est en train de reconstituer son passé. Il réalise ce que l'on appelle la ligne de vie.
La ligne de vie, c'est en fait tous les événements qui ont fait sa vie, de sa naissance jusqu'à ce qu'il soit interpellé. Ça nous permet où il a été au collège, où il a effectué son service militaire, ses différentes activités professionnelles, ses déménagements, chaque événement donc, qui est daté et qui nous permet de le localiser à un moment donné. Fabien cherche aussi les lacs où le suspect allait pêcher, les bars tabac où il achetait ses cigarettes, les voitures qu'il conduisait, ses téléphones portables. Car toutes ces informations sont croisées avec les données d'un autre fichier, celui des meurtres et agressions sexuelles recensés partout en France, environ 13 000 faits. Les enquêteurs peuvent vérifier par exemple si la voiture utilisée par Pascal Jardin n'aurait pas été signalée un jour sur une scène de crime. Donc moi je vais regarder s'il y a un véhicule Citroën Xantia qui apparaît dans ma base et après je vais la comparer, non seulement la marque mais aussi les départements dans lesquels il se trouvait au moment des faits. J'en ai 613. Il y a 613 meurtres et viols ou enlèvements où un véhicule Citroën est impliqué. Le véhicule était de quelle couleur par exemple à l'époque? Je crois qu'il était marron. En ajoutant d'autres critères, ils peuvent affiner la recherche. Je peux rajouter sur le critère la couleur des yeux du mis en cause, s'il a les cheveux longs, s'il est brun, si par exemple il a un tatouage. Disons qu'on peut comparer jusqu'à 156 points. L'ordinateur donnera la réponse dans plusieurs semaines. En quelques années dans ce service, il est devenu un auxiliaire d'enquête. L'Office central pour la répression des violences aux personnes est unique en France. Une sorte de brigade criminelle à vocation nationale, spécialisée dans les cold cases. Une cinquantaine de policiers à leur tête. Est-ce que tu connais la date des faits? Philippe Guichard, 30 ans de métier, 10 ans de criminel. Une affaire qui sort dans les 15 jours, dans les 3 semaines, bon c'est très bien, bravo, mais finalement ça reste assez simple à solutionner, alors qu'une affaire qui sort au bout de 10 ans, de 15 ans ou de 20 ans, il y a vraiment des recherches très poussées. On est là justement pour trouver des solutions sur des dossiers qui n'ont pas de solution a priori. Parmi ces dossiers, il y en a un qui touche particulièrement Philippe Guichard. La disparition d'une petite fille de 9 ans, Estelle Mouzin, à Guermantes en Seine-et-Marne, en 2003. À l'époque, il travaillait à la police judiciaire de Versailles avec Stéphanie Duchâtel. Non, c'était pour ça. Cette affaire, c'est l'échec de leur vie. C'est l'enquête la plus difficile, on n'a pas de corps, on ne sait pas ce qui s'est passé, elle s'est volatilisée. Forcément, on a raté quelque chose. Enfin, on a raté quelque chose. Sachant que quand il n'y a pas de lien entre l'auteur et la victime, quand même, on n'est pas non plus magicien. Hein. Non, c'est clair. Dans une enquête pour disparition, les premières heures sont les plus importantes. Or, le 9 janvier 2003, c'est la police locale qui est appelée en premier. Les spécialistes de la police judiciaire de Versailles arrivent 24 heures plus tard. Ils sont une vingtaine et refont tout de suite le parcours de la fillette. Elle part de l'école avec 2 copines. Ouais. Et donc là, on est certain de son cheminement puisqu'on a le témoignage des 2 copines. Donc elle part d'ici vers 18h. Après 18h15. 15, oui, c'est ça. Et là, environ 2 km, un peu moins. Un peu moins, ouais. À pied. Et donc il fait nuit déjà, puisque c'est au mois de janvier. Il fait froid, il y a de la neige. Alors, il faut s'imaginer ça tout blanc, quoi, avec très peu de traces finalement. Hein. Donc même s'il y a un accident ou je sais pas, des traces de lutte ou quelque chose, on a toutes les chances de les voir, ces traces recouvertes par la neige, quoi. Donc, C'est là qu'elle quitte sa deuxième amie qui habite là. Donc là, à partir de maintenant, elle est toute seule pour aller jusqu'à chez elle. Et après, plus personne ne la voit? Non. Aucun témoin. Vous voyez déjà... Mercredi après-midi. Mercredi après-midi. Ouais. Il n'y a personne. Il est presque 16h. 16h mercredi après-midi. Il n'y a personne. Ah, pas un chat. Les policiers vont alors tout tenter. Ils perquisitionnent chaque maison de Guermantes.
Ils font des recherches dans un lac gelé à proximité. Mais les grands moyens ne donnent rien. Vous vous dites quoi à l'époque? Je me dis qu'on va la retrouver rapidement. J'aurais jamais imaginé que 12 ans après, on en serait encore là. Puisqu'au final, on en est comme au premier jour. À peu près. En gros, pour qu'on s'en sorte véritablement sur ce dossier, il faudrait que soit on ait un type qui réitère et qui finalement se fasse attraper. Voilà, se fasse attraper et finisse par nous avouer les faits, avec des remords, je sais pas, quelque chose comme ça. Ou alors un type qui s'épanche parce qu'il est, je sais pas, en prison ou parce qu'il ne supporte plus l'idée d'avoir fait ça, quoi. Bon. Pas de traces, pas de témoins, pas de corps. La pire des configurations pour un enquêteur. À la police judiciaire de Nanterre, encore une fois, pour essayer de trouver la solution, on parie sur l'ordinateur. Dans cette salle, en permanence, un logiciel relie le dossier et recoupe des informations. Ce travail, aucun être humain ne pourrait le réaliser, car après 12 ans d'enquête, le dossier représente pas moins de 10 000 procès-verbaux, 50 000 pages. L'informatique, dans l'affaire Estelle Mouzin, c'est le dernier espoir des policiers. À Saint-Quentin, dans l'Aisne, dans le dossier Sophie Borca, ce n'est pas l'ordinateur qui va relancer l'enquête. Un jour de mai, un informateur contacte le major Gaubourg. C'est un renseignement qu'on a eu, comme quoi il y avait un individu qui allait très régulièrement sur la tombe de Sophie et qui avait un comportement un peu étrange. Donc il faut qu'on l'identifie et qu'on voit un peu quel lien il peut avoir avec la victime. Les enquêteurs savent que les parents de Sophie Borca n'habitent plus la région. Pourtant, dans le cimetière où la jeune fille est enterrée, sa tombe est l'une des mieux entretenues. Depuis la dernière fois où le major Gaubourg est venu, des plaques funéraires ont même été rajoutées. Ça y était pas. Il a rajouté des trucs. Là. Ouais. Le 3, 4, là. Voilà, 4. Le major aimerait savoir si les habitués du cimetière ont vu quelqu'un fleurir la tombe de Sophie Borca. Est-ce qu'à un moment ça a été abandonné? Non, jamais. Mais il y a combien de temps? Noël, il y a des fleurs qui arrivent, il y en a qui repartent. D'accord. Donc il y a quelqu'un qui doit s'occuper quand même. Elle doit certainement encore avoir de la famille d'un coin. Et vous avez jamais rencontré personne? Non, j'ai jamais vu personne. Je sais que les parents ont déménagé, je crois. Merci, madame. Mais de rien. Et vous avez mis un dispositif de surveillance? Oui, il y a un dispositif de surveillance de mise en place, ouais. Il y a quoi? Un dispositif technique, on va dire. Une caméra? Probablement, oui, probablement. Qui est cachée où? Qui est cachée. Elle est cachée, voilà. Une mini-caméra, dissimulée quelque part au milieu du feuillage. À plusieurs reprises, elle a réussi à filmer l'étrange manège d'un homme. Sophie Borca a disparu le 31 mai 1985, il y a 30 ans exactement. Le juge et le gendarme se demandent si l'homme qui vient sur sa tombe au moment de la date anniversaire n'est pas son meurtrier, s'il n'aurait pas des remords. Il y va combien de fois le 31? Il y va une fois le matin à 9h17 et une fois à 12h55 quand on l'a vu là. Et ça dure combien de temps là, quand il reste? Parce que là c'est en accéléré là. Là, 3 minutes. Alors là, regardez là. Là, c'est intéressant. Hein. Hop là, on l'embrasse. Hop, hop, voilà. Sur cette image, qui intéresse particulièrement le major Gaubourg, on voit l'homme se pencher vers la tombe, porter la main à sa bouche et envoyer plusieurs baisers. Il embrasse la pierre tombale et il revient, il le refait 2-3 fois, quoi. Donc là, il fait que embrasser la tombe. Et donc, il fait ce même scénario pendant un quart d'heure l'après-midi, à 14h.
Oui, il est complètement toqué. Ouais. Quelques jours plus tard, les gendarmes vont l'arrêter. Ils savent qu'à 40 ans passés, l'homme vit toujours chez sa mère. Mais lorsqu'ils arrivent chez lui, il est absent. Bonjour madame, c'est la gendarmerie d'Amiens. Il est où? Il est pas là, il travaille. Il faut faire Sophie Borca, il faut faire quelque chose. Ah, je comprends. Ça va peut-être 30 ans que je manque avec lui des choses, tout ça. Vous l'avez revu? Ah, ça se me le va, elle est à l'école. Il vous en parle de la petite Borca? Bah, il l'a connu comme ça, hein, parce qu'il est à l'école avec. Dans le petit appartement, les gendarmes font très vite une découverte intéressante. Une collection complète d'articles de presse sur le meurtre de Sophie Borca. Tout ce paquet-là, en fait, c'est ça? Ah, tout ça, c'est lui. Ah, d'accord. Lui, il est confiant. Il suit les nouvelles quand il y a quelque chose. Enfin, il suit que Sophie, là. Bah oui, il est que pour Sophie Borca. L'homme va devoir expliquer pourquoi il a gardé tous ces articles de journaux pendant des années. Pourquoi il s'intéresse autant à Sophie Borca. Les gendarmes l'interpellent discrètement sur son lieu de travail. Attention, on marche. La garde à vue a commencé, elle durera maximum 2 jours. Le juge peut la prolonger au bout de 24 heures. Allez, je vous enverrai ma note. Conformément à la nouvelle loi, un avocat est présent pendant toute la durée de l'interrogatoire. Mais nous ne pourrons pas y assister. Est-ce que vous avez des choses à nous déclarer ou pas? C'est le prélèvement, ça. Ok, merci. Les gendarmes ont entre les mains un élément déterminant, l'ADN du suspect. Voilà. Ils l'envoient au laboratoire de Bordeaux. Les deux, les cils. Ok. Donc, ça, je te le laisse. Ça, je te le laisse. Les prélèvements ADN, ils partent par motard? Ouais, voilà, pour aller plus vite. Parce qu'on a un avion à 13h25. Donc, absolument, il faut qu'il soit à 13h25, au moins 1h30 avant le départ, avant le décollage, à l'aéroport de Roissy. Vous voulez savoir quoi, en fait? Ben, on voudrait connaître si, effectivement, l'ADN qui a été relevé sur la scène de crime correspond à la personne qu'on a en garde à vue. Les conclusions du laboratoire seront donc décisives. Mais ça, c'est le début. C'est le début. En attendant les résultats, le juge Dufour prend connaissance des premières déclarations du suspect. L'homme dit qu'il ne connaissait pas Sophie Borca. Il s'est intéressé à elle en lisant les journaux. Il a commencé à entretenir sa tombe il y a quelques mois. Donc il dit qu'il y va tous les jours, c'est ça? Quand il n'a pas le temps, il vient tous les jours, et quand il a le temps, il vient 2 fois par jour. Puis alors, il dit Sophie quand il parle de la tombe? Ouais. Non, Sophie, quand je fais le tour de Sophie, voir si c'est propre, si, c'est Sophie d'ailleurs. À un moment, je rebondis, je dis, attendez, c'est une personne que vous ne connaissez pas, j'ai l'impression qu'il y a une intimité. Quoi. C'est quelqu'un qui est croyant, et il nous donne un peu des explications d'ordre spirituel, mais enfin, bon, voilà. C'est hallucinant, quoi. Il faudrait l'interroger sur, justement, l'aspect religieux, quoi. L'interroger là-dessus, comment c'est venu, est-ce qu'il a, je sais pas, est-ce qu'il va à la messe, est-ce que, enfin voilà, de partir un peu sur ce terrain-là en début d'audition pour, parce que bon, c'est son explication. Maintenant, après, bon, ça peut être juste un mystique, effectivement. C'est curieux quand même. Vous avez dit curieux. Dans l'attente des résultats d'ADN, je vais le prolonger, quoi. Je vais le prolonger. Ouais. Jean, c'était la nuit? Oui. Vas-y, mettez au chauffeur, je vous prie. Les résultats ADN viennent d'arriver. Non? Le major va enfin savoir si l'homme est bien le meurtrier. Jean, c'était la nuit? Oui. Vas-y, mettez au chauffeur, je vous prie. L'homme a passé la nuit en garde à vue. Et dans quelques minutes, les gendarmes vont savoir si c'est bien lui le meurtrier. Les résultats ADN viennent de tomber.
ça correspond pas en fait aux traces qui ont été découvertes sur l'ensemble des scellés de la procédure. Donc voilà. Non, c'est pas le meurtrier, non. En tout cas, c'est pas les traces. Il n'a pas laissé ses traces sur nos scellés. Voilà. La garde à vue est levée, l'occasion d'en savoir un peu plus sur les motivations de ce drôle de suspect. Ça y est, c'est fini? C'est nuit. Sophie, c'est quoi pour vous aujourd'hui finalement? Un symbole, enfin le symbole de... Elle est assassinée, le côté... Elle est presque une sainte, une martyre, une sainte. Je me suis dit, il faut à tout prix faire vivre sa mémoire. Vous n'êtes pas son frère? Non, je sais rien. Je suis juste un anonyme. Mais dans cette garde à vue, oui. Je la sentais, quoi. Et peut-être que mon subconscient de cette garde à vue, je l'ai voulu. Et vous la sentiez avec vous, c'est-à-dire? Je veille sur elle, je veille sur moi. Elle veille sur vous. Et moi, je veille sur elle. Et là, ce que vous voulez le plus au monde, là, maintenant? On a la découverte de son assassin. Le reste. Ou lui faire d'autres. L'homme promet aux gendarmes d'aller voir un psychiatre dès sa sortie de garde à vue. Dans l'affaire Christelle Blétry, depuis la reconstitution, le meurtrier présumé, Pascal Jardin, campe sur ses positions. Il n'a pas tué la jeune fille. Marie-Rose, elle, n'attend qu'une chose, qu'il avoue enfin, au cours de son procès, qui aura lieu environ dans un an. Elle est fraîche en plus. Tu me donnes une assiette, s'il te plaît? Cette épreuve, son amie Marie va la vivre dans quelques jours. Le procès du meurtrier présumé de sa fille Christelle s'ouvre bientôt. Et à l'approche de l'audience, elle est de plus en plus nerveuse. Cette nuit, si j'ai dormi 2 ou 3 heures, c'est tout. Qu'avant, si, quand je fais 6 heures, ça suffit. Mais là, cette nuit-là, c'était atroce. Oui, mais est-ce que tu es prête? Ben, j'en sais rien. Mais là, je suis en train de rêver, je sais pas. Je verrai bien. Prête à quoi? Tu serais prête à quoi, toi? Après, il faut penser dans sa tête à toutes les éventualités. Hein. J'en pense aucune, et puis ça viendra comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Je vais penser à des trucs qui ne se feront pas, ça se trouve. Imagine qu'il ne soit pas jugé. Si c'est l'horloge, eh ben, il recommencera. Est-ce que tu veux qu'on prenne des notes ou pas? Pourquoi pas? Sans les efforts de l'association, l'affaire Christelle Maïri n'aurait jamais été élucidée. Elle a payé un détective privé. C'est lui qui a mis les enquêteurs sur la piste du meurtrier présumé. Un schizophrène, Jean-Pierre Murat, un enfant du quartier, arrêté 25 ans après le crime. Le procès s'ouvre ce matin à Chalon-sur-Saône. Les avocats de Marie, Didier Seban et Corinne Herman font un dernier point. Ils savent que l'affaire est compliquée à plaider. Les vêtements que portait Christelle le jour du meurtre, mais aussi l'arme supposée du crime, un couteau, ont été détruits par la justice. Désormais, il est impossible de trouver un ADN. Mais cela ne décourage pas Didier Seban. Plus que dans d'autres. Il y a 20 ans ou 30 ans, on jugeait toutes les affaires sans ADN. La police scientifique, ou en tout cas sous cette forme-là, n'existait pas. Donc, et puis l'ADN n'est jamais la preuve absolue. Mais deuxièmement, le temps qui a passé a apporté son lot d'indices concernant l'implication de Jean-Pierre Murat. Bonjour, bonjour Didier Seban, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va être des moments difficiles pour vous, hein, d'être confronté à lui, de le voir mentir, très certainement. Il faut s'attendre à ça. Et j'espère qu'on arrivera à ce qu'il avoue, qu'il dise des choses. S'il n'avoue pas, ben,
L'important pour nous, c'est aussi qu'il y ait une conviction pour vous et pour les jurés que c'est lui. Marie est entourée. Ses 2 filles sont là. Pascal, l'aînée, 18 ans au moment des faits, et Delphine, la plus jeune. Elle n'avait que 9 ans. Les 3 femmes redoutent ce premier face-à-face. Jean-Pierre Murat a toujours nié être le meurtrier. L'audience criminelle est ouverte, vous pouvez vous asseoir et on arrête les photos et les caméras, s'il vous plaît. Accusé, levez-vous. Le procès va durer 1 semaine. 7 jours pour remonter le cours du temps. 7 jours pour raviver les souvenirs. Il va y avoir notre cliente, mais elle n'a pas forcément envie de parler maintenant. Les deux, si c'est possible. Venez avec eux. Très rapidement. Oui, très rapidement. Marie, c'était pas trop dur? Bien sûr que c'est dur. Logique, c'est dur avec tout ce qu'on entend, mais... Vous l'attendiez à ce moment-là? J'attendais, mais bon, il ne bouge pas. On dirait une statue. Quand il ne bouge pas, il a l'air absent. Donc, je sais pas. Il dit n'importe quoi, alors. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Non, c'est rien. On verra. Il nous fait du cinéma, je crois. Merci. Ce procès, pour Marie et ses filles, c'est aussi un passé qu'elles avaient enfoui. Oui, parce que je redeviens la jeune fille de 18 ans. Après la mort de sa sœur, Pascal, l'aînée, fait une tentative de suicide. Delphine, la plus jeune, choisit de partir à l'autre bout de la planète refaire sa vie. Aujourd'hui, le temps d'un témoignage devant le tribunal, elles redeviennent cette adolescente et cette petite fille qui n'ont jamais pu oublier. Il y a le choc et puis il y a toutes les ondes de choc qui, j'espère, moi, s'arrêteront avec le procès. Donc, dans ces ondes de choc, c'est l'explosion familiale, c'est le vide, la perte de repères avec laquelle il faut qu'on se construise. L'arrivée du procès fait énormément réfléchir. Il m'a fait perdre pied. J'ai été arrêtée 1 semaine au niveau du travail et donc j'ai demandé à être suivie psychologiquement. Et dans ce suivi, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, dont ma souffrance et l'amour que j'avais pour elle. Ça, pour moi, j'avais oublié que je l'aimais. C'est la première fois que Marie entend ainsi la douleur de ses filles. Tu m'as fait chialer. Marie-Rose, elle aussi, a pris conscience que ses propres enfants ont souffert. Je me rends compte aussi peut-être du mal que j'ai fait à mes enfants en leur disant certaines choses. Quand on entend le témoignage de Delphine, nous les parents, on vit avec notre douleur et on ne fait pas attention aux frères et sœurs. Après l'assassinat de Christelle, la première fête des mères, j'ai dit à mes enfants, ne me dites plus jamais bonne fête maman, plus jamais. Ben, je ne l'ai plus jamais entendu. Hein. Audience après audience, Jean-Pierre Murat s'enferre dans ses dénégations. Depuis 3 jours, il affirme qu'il ne connaissait pas Christelle Maïri. Mais un témoignage va faire basculer l'audience. Celui d'un ancien ami de la jeune fille. Devant lui, Jean-Pierre Murat se serait accusé du meurtre de Christelle Maïri. Et puis chaque année, à la même époque, il aurait reparlé du crime comme une obsession. Il y a des choses qu'on peut pas oublier, c'est pas possible. Vous pensiez que c'était lui? J'ai des doutes. Et ils sont liés à quoi ces doutes? Bah, tout ce qu'il me racontait, tout ce qu'il me disait par rapport à que tous les ans il pétait les plombs par rapport à ça, surtout ça. Quoi, tous les ans au moment de la date anniversaire de la mort. Puis moi ça fait des années que je l'envoie, donc c'est pour ça que je suis un peu légèrement... excusez-moi, il fallait que
Il fallait que ça sorte. Oui, je vais me mettre à côté de toi. C'est le jour du verdict. Le jury s'est retiré pour délibérer. On espère le bon verdict. On espère la justice. En même temps, si jamais il faut recommencer, on va recommencer. Les mères courage. La cour juge Jean-Pierre Murat coupable du meurtre de Christelle Maïri. Elle le condamne à 20 ans de prison. Pascal, on est content. Marie. Vous êtes soulagée, Marie? Marie. Vous respirez? On respire. C'est un mec qui va être enfermé, je ne sais pas combien de temps, mais au moins, toutes les jeunes filles de France, pour l'instant, vont être tranquilles. Ils n'auront pas de soucis avec ce mec-là. Ça prouve que 20 ans après, 30 ans après, on peut résoudre des dossiers et puis voir un aboutissement dans une affaire de meurtre. Il faut continuer, on ira jusqu'au bout. N'est-ce pas, maître? Jusqu'au dernier dossier, on pense que ces combats-là ont du sens. Ce cas-là est un cas exemplaire parce qu'aujourd'hui, près de 30 ans après, on montre qu'un jugement correct peut se tenir. On ne peut pas comprendre que dans d'autres cas, la justice baisse les bras. Marie et Marie-Rose n'ont pas fini de se battre pour faire rouvrir les vieux dossiers. Dans l'association, une dizaine de familles cherchent encore le meurtrier de leur fille.